Merci mes camarades. Mais j'en profite pour une fois que je ne passe pas juste avant l'apéro, je vais prendre mon temps. Donc merci pour votre invitation à votre 12e congrès. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez choisi la bonne période pour réfléchir, débattre et décider afin d'agir plus efficacement dans les établissements de santé et d'action sociale sur l'ensemble de votre champ professionnel, dans un souci de développement et d'élargissement des luttes et mieux travailler les convergences, mais j'y reviendrai. Nous vivons depuis le début de l'année de fortes mobilisations dans de multiples secteurs professionnels. Pour ce qui concerne le vôtre, cela fait déjà plusieurs mois, que ce soit dans les hôpitaux publics, les cliniques privées, les EHPAD ou les établissements de l'action sociale, avec des victoires, et je pense que nous devrions les mettre un peu plus en avant, ou des avancées. Je ne peux pas toutes les citer, mais je pense particulièrement à 2 conflits dans la région Occitanie, c'est-à-dire les cliniques du Pont-de-Chaume ou de l'Ormeau. Ces mobilisations ont 2 caractéristiques principales. La première, elles se construisent souvent dans une unité large, même s'il faut souligner que la CFDT est souvent la seule absente. Pourtant, je pense que ça ne mérite pas de sifflet. Pourtant, quand les salariés s'en mêlent, personne n'y résiste. Nous le voyons à la SNCF. On nous annonce la division et l'éclatement du mouvement depuis qu'il a commencé. Et pourtant, il y a encore des grèves. Vous en avez fait aussi l'expérience dans la fonction publique où la mobilisation dans la durée a contraint les absents à rejoindre le mouvement. L'unité syndicale n'est donc pas un doux rêve, elle est possible lorsque nous la portons et surtout lorsque les salariés s'en mêlent. Celle-ci est encore difficile à concrétiser au niveau confédéral, malgré, vous le savez, de nombreux efforts de la CGT. Mais là aussi, vous le savez, une inflexion a été notée dans les positions, par exemple, de Force ouvrière après leur congrès confédéral, et nous travaillons, j'espère le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès le mois de juin, à organiser une journée de mobilisation interprofessionnelle bien plus large unitairement que ce que nous avons connu depuis le début de l'année. Pourtant, si l'unité syndicale renforce la confiance des salariés, elle ne suffit pas à elle seule à élargir les luttes et les mobilisations. Et je crois que, malgré le succès de cette journée, le 22 mai en est la démonstration. Comme on le dit souvent, le recul social ne se négocie pas, il se combat. Inutile donc pour moi de développer longuement les nombreuses attaques auxquelles est confronté le monde du travail avec cette accélération que nous connaissons depuis 2 ans. Ce qui est d'abord visé, ce sont les droits collectifs, le Code du travail, les conventions collectives, les statuts. On l'a vu avec les ordonnances pour le privé, on le voit aujourd'hui pour les fonctionnaires et les cheminots avec leurs statuts. Il y a un fil conducteur dans tout ça. L'idée que ceux qui ont des droits collectifs sont des privilégiés, et mes camarades, si on le prend de ce côté-là, eh bien 95% des salariés dans notre pays sont des privilégiés, puisque 95% des salariés en France bénéficient d'accords d'entreprise et de droits collectifs. Pour Macron et le MEDEF, la normalité, ce sont les sans-droits. Cela se fait au nom du caricatural coût du travail, de la réduction de la dette publique, et partout dans le monde, il faut bien le noter, contrairement à ce qu'ils nous disent, c'est le même refrain. Partout, quel que soit le niveau des salaires, ceux qui gagnent un peu d'argent avec leur travail sont des privilégiés et sont trop payés. Mes camarades, c'est bien, par contre, dans notre pays, que les 40 plus grandes entreprises viennent de dégager des bénéfices de près de 95 milliards d'euros et d'en verser la moitié
plus de la moitié, 66% à leurs actionnaires. La France est devenue championne du monde en la matière. Concrètement, cela veut dire que pour 100 € de bénéfices, 67 vont aux actionnaires et 5 vont au salaire. Cherchez l'erreur. C'est bien dans notre pays également que le président de la République invite à dîner les 140 PDG des plus grandes entreprises de la planète au château de Versailles, un symbole de la République s'il en est, en omettant de leur parler des impôts que leur entreprise ne paye pas. Autant d'argent en moins pour notre système de santé et la protection sociale. Oui, la croissance est bien là, mais pour une minorité. Quant à l'effet ruissellement dont parle Macron, je ne sais même pas si on peut parler de goutte à goutte, vu l'augmentation de votre point d'indice, mais aussi des salaires ou des pensions. C'est donc bien du coût du capital qu'il faut parler et d'une autre répartition des richesses. Et là, oui, il y a des moyens pour développer les services publics dans l'intérêt du plus grand nombre. Il y a de quoi augmenter les salaires et les pensions, reconnaître et payer les qualifications, avoir une protection sociale de haut niveau et créer des centaines de milliers d'emplois. Face à la puissance de ces attaques patronales et gouvernementales, je comprends l'envie d'en découdre et surtout l'impatience de nombreux camarades. Face à la rapidité du gouvernement à enchaîner les mauvais coups, il est légitime de considérer que la riposte devrait se construire à la même vitesse. Mais ne confondons pas vitesse et précipitation. Sortons des postures et des déclarations fracassantes, mais souvent sans lendemain. Nous voulons rassembler largement et ne pas nous contenter d'opérations militantes. Nous pouvons énumérer les lois rétrogrades qu'il faut abroger, et en matière de santé et de protection sociale, la liste est longue, que ce soit le plan Juppé, la T2A, les lois Bachelot ou Touraine, et j'en passe. Mais mes camarades, nous devons être plus ambitieux. Nous voulons transformer la société. C'est pourquoi, par exemple, nous avons lancé notre campagne 100% Sécu pour une protection sociale et une politique de santé digne de notre temps. C'est pourquoi nous engageons dès maintenant une campagne pour nos retraites, pas à la sauce Macron et Delevoye, mais une retraite pour toutes et pour tous avec des pensions qui permettent de vivre dignement. L'expérience de ces 2 dernières années nous montre que malgré de fortes mobilisations, nous n'arrivons pas à dépasser un certain seuil de travailleurs et de travailleuses qui entrent dans le mouvement. Je l'ai dit, des succès sont obtenus, des ambitions gouvernementales freinées, mais cela ne suffit pas. Il nous faut rechercher l'efficacité et démontrer l'utilité du syndicalisme à tous les niveaux, du local au global. Et pour cela, il faut d'abord nous appuyer sur la réalité du travail. Il y a beaucoup de souffrance chez les travailleurs et les travailleuses. Cela est lié à la réalité des métiers, au manque d'emploi dans de nombreux secteurs. C'est également la liberté de bien faire son travail qui est en jeu, à partir des compétences, des qualifications et de l'expérience. Et vos professions sont particulièrement significatives en la matière. Je le dis souvent, je passe beaucoup de temps à l'hôpital ou dans les EHPAD ces derniers temps, et j'ai dû voir ces derniers mois aller dans une vingtaine d'établissements. La souffrance que génère le manque d'effectifs et le manque de moyens, le fait de ne pas pouvoir consacrer le temps nécessaire aux patients ou aux plus anciens, la multiplication des tâches administratives, pas toujours très utiles, cela génère stress, burn-out et parfois pire, le suicide. Cette question du travail doit donc être au centre de notre démarche. Je vous le rappelle, nous sommes la Confédération générale du travail. Face à ce mécontentement grandissant,
notamment sur les questions sociales, c'est souvent le manque de perspectives ou d'alternatives qui freine cet élargissement et la nature des conflits. Car si le mécontentement est massif, nous nous heurtons à un manque de propositions alternatives. Vous entendez sans doute souvent comme moi cette remarque, mais on ne peut pas faire autrement. Cette culture de la résignation est bien entretenue par le pouvoir politique. Il y a donc besoin d'une CGT qui conteste contre la politique et les projets gouvernementaux, mais il faut en parallèle une CGT qui propose, à l'instar du projet Ensemble pour le faire, présenté par nos camarades cheminots, des projets qui mettent en avant l'intérêt des salariés et ceux des citoyens dans le cas des services publics. Vous le savez, et on devrait le prendre plus souvent en exemple, la privatisation pour les usagers, c'est l'exemple des autoroutes, où le prix des péages a explosé, des recettes sont en moins pour l'État et donc pour la collectivité, et par contre, les actionnaires touchent beaucoup de dividendes. Il nous faut donc des projets qui s'appuient d'abord sur le vécu des salariés, leur rapport au travail et le besoin d'être entendus et considérés. Je l'ai dit, c'est particulièrement vrai dans vos professions. Des projets où les évolutions technologiques, le numérique par exemple, ne sont pas subies, mais sont facteurs d'épanouissement et d'accroissement de qualification, synonyme de réduction du temps de travail. Je vous le rappelle, mes camarades, car je ne l'entends plus assez souvent, la CGT revendique un temps de travail de 32 heures par semaine. Nous voulons élargir les mobilisations en cours et les faire converger. Je crois que c'est l'enjeu essentiel de la période. Les convergences, bien sûr, elles se construisent au niveau interprofessionnel et vous êtes déjà plusieurs à m'avoir interpellé là-dessus. Mais ça ne se fait pas en globalisant les problèmes, car il n'y a pas de mot d'ordre miracle pour agir tous ensemble. Les convergences, elles se travaillent également sur le champ professionnel, au sein d'une même activité, entre catégories. Et la période que nous vivons doit favoriser ces convergences. Et je sais que ce n'est pas facile, vous en êtes un exemple vivant. Il faut par contre qu'entre nous, dans la CGT, on recherche à chaque fois ce besoin d'agir ensemble. Ne cherchons pas à imposer à d'autres professions nos propres problèmes revendicatifs. Trop de camarades me disent encore souvent « la priorité du moment pour la CGT, c'est ça ». Et la vie des salariés dans tout ça. D'autres me disent « mais si on agit en même temps que les cheminots ou les salariés d'Air France, on ne parlera pas de nous ». C'est à ce genre de problématique, mes chers camarades, qu'il faut trouver des réponses ensemble et ne pas opposer les luttes ou les prioriser. Je connais les différentes restrictions que vous connaissez, que l'ensemble du monde du travail connaît pour amputer les droits d'expression ou tout simplement le droit de grève. Plus on entend parler de dialogue social dans ce pays, plus les droits syndicaux, les droits d'expression sont remis en cause. Ce sont les attaques contre les libertés syndicales et la répression contre les militants et les syndiqués, et je ne peux pas toutes et tous les citer, ceux qui sont licenciés, injustement traduits devant les tribunaux, voire condamnés à la prison, et je tiens à leur renouveler toute ma solidarité. Comme nous le disons, nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des syndicalistes. Gouvernement et patronat veulent façonner un syndicalisme à leurs mains. Un syndicalisme qui ne serait plus uniquement d'accompagnement, mais promoteur et communicant de leur politique. Pour cela, on nous occupe beaucoup pour nous expliquer les bienfaits des politiques libérales. On veut même nous assurer des formations communes avec nos patrons pour qu'on parle le même langage. Il faut se sortir du tout institutionnel, passer plus de temps avec nos collègues de travail,
qu'avec des directions que nous n'avons aucune chance de convaincre. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi et donc j'ai arrêté. Faire cela, ce n'est pas faire la politique de la chaise vide, c'est simplement faire du syndicalisme CGT. Du syndiqué, donc, aux premiers dirigeants de nos organisations. Passons plus de temps à aller écouter nos collègues, à construire les revendications, plutôt que de dépenser du temps, de l'énergie et parfois de l'argent dans des débats où nous n'obtiendrons jamais satisfaction si les salariés ne nous accompagnent pas. De nombreux exemples montrent que le syndicalisme que nous portons, c'est-à-dire un syndicalisme de transformation sociale, de classe, de masse, a de l'avenir. Un syndicalisme, je l'ai dit, qui conteste, mais aussi qui propose. Un syndicalisme qui s'adresse à toutes et à tous dans le monde du travail. Trop souvent d'ailleurs, ce sont les salariés qui viennent nous chercher. Et assez souvent, mais vous allez certainement me contredire, assez souvent l'inverse. Trop souvent, on demande aux salariés de s'adapter à nos structures de la CGT, alors que c'est à nous de nous adapter et d'adapter nos organisations dans la CGT aux travailleurs et aux travailleuses. Je le disais donc aux travailleurs et aux travailleuses, avec le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, sans l'accepter, mais évidemment en faisant confiance à ceux qui travaillent. D'ailleurs, est-ce que certains ou certaines n'auraient pas leur place à la CGT parce que leur statut ou le fait qu'ils n'aient pas de contrat de travail leur interdirait d'être nos camarades? Il n'y a pas d'examen d'entrée pour adhérer à la CGT. Notre seule restriction, c'est le racisme, le rejet de l'autre à cause de son pays d'origine, sa couleur de peau ou sa religion. Il n'est pas rare, et c'est presque maintenant une généralité, que dans une entreprise, dans un établissement, se côtoient des salariés de différentes professions avec des contrats différents comme les intérimaires, les CDD ou les contractuels. Et je sais qu'il y en a énormément dans la fonction publique. Comment les accueillir dans le même syndicat malgré ces différences pour pouvoir agir ensemble et refuser les divisions? Notre avenir, nos forces organisées et notre représentativité dépendent d'abord de nous, de notre capacité à mettre en œuvre nos décisions communes. Mes camarades, ne jouons pas profil bas. De nombreux salariés attendent beaucoup de la CGT, mais ne les faisons pas attendre trop longtemps. Les multiples conflits en France et dans votre champ professionnel l'ont démontré. Ne les faisons pas attendre longtemps, sinon ils iront voir ailleurs et pas toujours au bon endroit, comme le montrent quelques résultats politiques, et je pense bien évidemment au danger du Front National. Montrons-leur notre vrai visage, celui d'une CGT ouverte, démocratique, où les querelles internes est souvent inutile. Les postures ne prennent pas le pas sur l'intérêt et les intérêts du monde du travail. C'est cette CGT-là qui nous fera gagner les combats actuels et futurs pour une transformation sociale de la société. Et c'est cette CGT-là qui nous fera progresser, j'en suis sûr, le 6 décembre prochain aux élections de la fonction publique. Alors vive votre 12e congrès et vive la CGT. Merci.